Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à Christophe et Hoche Duval qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes auteur de nombreux livres, dont l'un est absolument fascinant, l'inflation normative, qui est paru chez Plomb et où vous nous parlez... Il y a un sous-titre, quand la France crève de trop de lois. Voilà, je suis heureux que vous le disiez. Et il est, comment dire... tout à fait probant. Voilà, on vous lit, on se dit, mon Dieu, nous sommes assaillis. Vous avez des chiffres absolument terribles sur 45 millions de mots qui nous déferlent en permanence sur la face. Vous citez des choses... L'ampleur des lois en question, la loi de programmation sur la sécurité sociale, par exemple, en 2001 ne faisait que 108 308 mots. Celle de 2020 franchissait les 257 148 mots, donc 238% d'inflation normative. On est à chaque fois stupéfait. Il y a quelque chose qui est tout à fait amusant et en même temps terrifiant, c'est qu'on a l'impression que même ceux qui produisent les lois ne savent même pas ce qu'ils font. Vous me citiez tout à l'heure une anecdote délicieuse sur François Bayrou en train de découvrir la loi. Oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a eu une petite polémique parce qu'à la suite de l'adoption de la loi de sécurité sociale pour 2025, eh bien, les auto-entrepreneurs ont découvert l'augmentation du plafond de la TVA, au-delà duquel ils doivent obligatoirement s'assujettir. Bon, alors c'est évidemment, bien sûr, un souci de complexité fiscale ou administrative. Et alors, le Premier ministre François Bayrou a lui-même découvert ce qu'il avait fait voter par un amendement gouvernemental, c'est-à-dire par ses propres troupes, à l'occasion du débat de cette loi devant le Sénat. Voilà l'exemple type d'un politique, avec un grand P, qui ne maîtrise plus lui-même la production normative de sa propre majorité ou de son propre gouvernement. C'est l'exemple sidérant. Alors, vous avez cité le nombre de mots. Alors, mots MOS, mais qui peuvent être des mots MAUX. Ça ne veut souvent pas dire grand-chose, évidemment, malheureusement, pour vos auditeurs et pour nos concitoyens. C'est ma méthode scientifique de prouver cette inflation normative. Mais comme on est au Salon de l'Agriculture actuellement, et peut-être pour ceux qui ont YouTube, j'ai amené un exemple plus concret quelque part, qui leur parle davantage. Ça, voyez-vous, c'est le Code rural de 1965. Le général de Gaulle venait en 1962 de faire la chaise vide pour imposer à l'Europe la défense des agriculteurs français. Et ça, c'est le code rural de 2022. Donc, j'ai même pas, vous voyez, le dernier modèle de 2025. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Voilà, je crois que les auditeurs peuvent se faire une petite opinion. Voilà. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, voilà. Beaucoup plus européen. Exactement. Donc, évidemment, c'est ce que vivent au quotidien nos compatriotes agriculteurs, entreprises agricoles, etc. Et elles le vivent. Voilà, elles le vivent. Et là, c'est concret. Et effectivement, parce que ce n'est pas une méthode absolument scientifique, tout mon travail de chercheur a été d'élaborer un autre critère. Et je suis tombé, grâce à la numérisation depuis 1999 du journal officiel, sur un comptage du nombre de mots. Voilà, on ne va pas évidemment entrer dans le détail parce que ça c'est compliqué. Non, mais ce sont des choses très, très efficaces parce que vous montrez effectivement que pour les mêmes sujets, il y a de plus en plus de mots. Vous avez même mis au point, on va peut-être bouleverser un peu le plan prévu, vous avez mis au point ce que vous avez appelé le Normascore, qui est sur le modèle du Nutri-Score, qui note les lois de A à E en fonction du nombre de mots de la nouvelle loi par rapport à l'ancienne, et de l'effet possible produit par cette nouvelle loi. Si vous vouliez bien nous en dire un peu plus. Oui, c'est évidemment pour m'amuser et retourner contre les normes, j'allais dire l'excès de normes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État a toujours le luxe d'imposer aux autres des normes qu'à lui-même il ne s'applique pas. C'est un principe général, dans tous les cas souvent de la constatation sociologique et administrative que l'on peut faire. Et ce que j'observe, c'est qu'au producteur de produits alimentaires, il a créé, comme vous l'avez dit, un Normascore, donc évidemment, bien sûr, un Nutri-Score, justement, je fais le lapsus, pour noter de A à E les bons produits, les mauvais produits. Ben moi, je propose de faire la même chose pour les normes. Et je trouve que justement, c'est un appel que je lance. Ma proposition, elle est tout à fait développée dans mon livre, auquel je renvoie, bien sûr, l'inflation normative paru chez Plomb. Et je dis aux organisations professionnelles, branches professionnelles, organisations non agricoles et non agricoles, mais saisissez-vous de cette proposition et notez les normes que l'État vous impose. Voilà, de A, acceptable, jusqu'à E, c'est intolérable. Évidemment, c'est à la fois encore à nouveau une tracasserie administrative, un surcoût
Donc un coût compétitif pour les entreprises France. On reviendra sur ce coût compétitif. Ce qu'il y a d'intéressant, évidemment, dans votre livre, c'est que le constat que vous faites aujourd'hui de cette inflation normative, il a été fait par Nicole Belloubet, il a été fait par Emmanuel Macron, par des esprits aussi brillants que Bruno Le Maire, Chirac, oui. Pompidou. Autrement dit, c'est un mal français, pour reprendre l'expression de Perfit, qui existe depuis longtemps. Perfit écrivait son mal français en 1976 et il dénonçait déjà la bureaucratie féodalisée, le centralisme parisien. J'ai repris les mots que vous citiez de Perfit. Autrement dit, on est avec un clair diagnostic du mal. Oui, tout à fait. Alors d'abord, j'ai voulu rendre cet hommage en direct à Alain Pierrefitte. Je voulais d'ailleurs appeler mon livre « Le nouveau mal français ». Bon, mon éditeur m'a fait choisir un autre nom, ce n'est pas grave, mais je crois qu'on y est exactement. Et en même temps, alors je trouve que j'ai connu Alain Pierrefitte, évidemment, et c'est aussi un hommage que je voulais lui rendre. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il a fait le bon diagnostic dès le départ. Et alors que, de son temps, de quoi se plaignait-il ? On va dire pratiquement de rien. Quand Georges Pompidou, effectivement, attrape Jacques Chirac dans son bureau, il lui dit « Arrêtez d'emmerder les Français avec vos textes », eh bien, finalement, il n'avait rien à se plaindre. Parce que le véritable décollage des normes, je l'ai mis en évidence là aussi dans mes travaux, dans mes recherches, c'est, on va dire, 1981. Voilà. Et un décollage supplémentaire, très frappant, est celui de 2002. C'est-à-dire la coïncidence entre le quinquennat, voilà, la réduction de 7 ans à 5 ans du mandat présidentiel avec la coexistence en même temps de l'élection législative et donc de la majorité parlementaire. Ça a créé ce qu'on appelle une sorte de planche à normes. Un débridage complet de cette planche à normes. On a retiré tous les verrous, tous les cliquets, etc. On a fait sauter tous les freins. Et ça a donné aujourd'hui, évidemment, bien sûr, ce que l'on constate, c'est-à-dire une explosion normative. Et c'est un phénomène assez franco-français. Alors, il est occidental dans le sens où, quand on fait de la recherche, on voit évidemment que dans d'autres pays de l'Union européenne, même aux États-Unis, il y a eu un débat aussi sur trop de normes, etc. Mais enfin, franchement, les Allemands, les Américains par rapport à nous, voilà, j'aimerais être Américain, j'aimerais être Allemand par rapport à la situation française. Alors, qu'est-ce qui explique que la France est à ce point-là en appétit de normes, en goinfrerie de normes, vraiment en dévoration de normes? Comment se fait-il qu'on réussisse à en produire autant, qui soient surtout si minutieuses et si contradictoires? Oui, alors évidemment, bien sûr, c'est un cocktail de motifs et de raisons. Voilà. Quand je dis un cocktail de motifs et raisons, parce que c'est jamais une seule cause qui est l'origine de tous ces mots, MAUX cette fois-ci, de l'inflation de mots, MOTS. C'est un cocktail qui a pour origine, alors historiquement sans doute aussi peut-être, c'est notre mal français que disait Alain Pierrefitte, notre goût du droit écrit, notre goût de la bureaucratie et de l'administration. Voilà, on a et la centralisation, bien sûr, bureaucratique et technocratique qui est celle de la France, construite depuis 1789 en quelque sorte. À ce phénomène s'ajoute effectivement que les normes sont dans l'ADN des hommes et des femmes politiques qui veulent qu'à chacun de leur passage, ils impriment à la société leur modèle de changement de société. Et ils s'arrangent pour qu'effectivement, en plus, ce modèle de société soit irréversible. Donc, les normes participent de l'irréversibilité du changement de société que l'on veut imprimer et imposer par la force, par la contrainte, par la punition, parce que les normes sont punitives, ne l'oublions pas. C'est peut-être le moment que vous nous rappeliez la définition exacte du mot norme. Alors, la norme, évidemment, c'est une expression un peu complexe pour les auditeurs à cette heure-ci du café et du croissant, mais c'est une règle à caractère général et contraignante. Voilà, contraignante, c'était le mot que je voulais entendre. C'est un mot très important parce qu'évidemment, la règle n'est pas une sorte de code de bonne conduite, une recommandation, une incitation à... Et alors qu'en réalité, on pourrait, précisément au contraire, réorienter la société vers cette conception philosophique des choses, c'est-à-dire orienter, proposer, suggérer des codes de bonne conduite, mais ne jamais les imposer. Or, en fait, on a un arsenal de sanctions phénoménales, sanctions soit administratives, soit sanctions pénales. J'ai fait ce chiffrage d'ailleurs. 16 852 incriminations pénales. C'est depuis 1988 une augmentation de plus de 136%. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est drôle de voir comme une démocratie qui se prétend libérale, on va dire, est à ce point répressive. Et de plus en plus répressive. Et de plus en plus répressive. Alors cette répression, cette répressivité, cette coercition
qui se fait évidemment en notre nom, parce qu'une fois qu'on a voté les lois, ben voilà, la mécanique est enclenchée, et c'est comme si c'était nous qui nous étions donné nous-mêmes des bâtons pour nous faire battre. Ce que j'observe, c'est qu'elle s'applique plus aux entreprises, souvent qu'aux particuliers, mais surtout, bien sûr, en fonction des quartiers ou des zones ou des résidences ou des lieux sur lesquels on abuse sur le territoire national. Ça, c'est évidemment extrêmement choquant parce que les Français sont très sensibles au principe d'égalité. Je ne vous rappelle pas, bien sûr, que c'est un des éléments quand même qui est à l'origine de la Révolution de 1789. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, cette montagne de normes et cette montagne de répressivité des normes ne s'applique pas non plus de manière égale sur tout le territoire. Voilà. Ça, c'est extrêmement important aussi de le rappeler. Et qui en fait les frais ? Les entreprises. Parce que les entreprises sont les seules qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'être hors normes, de ne pas être aux normes, de ne se pas mettre aux normes. Et donc, pour elles, quelle est la conséquence ? C'est une conséquence que l'on voit aujourd'hui. Le déclin économique de notre pays a en partie comme responsabilité cette surnormativité dont nous faisons preuve. Quand nos compétiteurs, évidemment, bien sûr, allègent les normes, en font très peu, les mesurent modérément, nous y allons. C'est gratis. Enfin, c'est gratuit pour l'État, c'est pas gratis pour les entreprises. On voit bien dans votre livre qu'on sent l'administration ravie d'avoir en face d'elle un sujet, l'entreprise, qui ne peut pas se défendre et qui, au contraire, est forcément obligé d'être un bon élève. Et en partie, cette satisfaction de l'administration vient du fait qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qu'il n'y a de citoyens. C'est très compliqué de contrôler 48 millions, 60 millions de citoyens. C'est très facile de contrôler 300 000 entreprises. Exactement. Et donc, puisque c'est facile de les contrôler, on fait peser sur elles tout le poids de la norme, du règlement, du contrôle, tatillon. Alors, et vous avez chiffré d'ailleurs, vous et d'autres, le poids de ce surcoût normatif. Alors, je l'ai chiffré et en même temps, je suis dans une très grande insatisfaction de l'avoir chiffré. Et puisque vous me donnez l'occasion, je vais le rappeler à nouveau. Je scrute bien sûr tous les discours de politique générale des gouvernants qui se succèdent. Et là, depuis récemment, ils se sont succédés assez rapidement d'ailleurs. Et je suis sidéré d'une chose, c'est qu'on a des premiers ministres qui ont, selon l'article 19 de la Constitution et 20 de la Constitution, toute l'autorité sur les administrations, et notamment pour commander à la Cour des comptes des rapports. Et ils ne sont pas fichus, pardon de cette expression un peu triviale, ils ne sont pas fichus depuis 30 ans de commander à la Cour des comptes, un simple ordre leur suffirait, un rapport sur le coût et l'évaluation des normes. Et à chaque fois, et encore une fois, François Bayrou, dans un récent discours, rappelle une source de l'OCDE qui date de maintenant d'il y a 15 ans et qui effectivement évaluait, d'une manière d'ailleurs que l'on peut tout à fait discuter sur sa méthodologie parce qu'elle est assez nébuleuse, à 3,7% le coût des normes appliquées au PIB français. Or, moi je dis que probablement on est beaucoup plus que ça. On est probablement entre 6 et 8%. Et je trouve absolument affligeant que le Premier ministre français, éventuellement d'ailleurs le Président de la République, ne commande pas à la Cour des comptes un véritable rapport, annuel éventuellement, mais au moins en tous les cas ponctuel, sur combien nous coûtent les normes en France. Voilà. Et on arriverait peut-être à un chiffre bien supérieur à celui-là, et au lieu de se référer aux études de l'OCDE, qui n'est quand même pas, une succursale de la France, et une succursale capable de nous évaluer, eh bien on aurait un chiffre véritablement franco-français, soumis à la représentation nationale. Voilà, c'est quelque chose que je lance aujourd'hui à votre radio. Alors, il y aurait cette évaluation vraiment du poids normatif. Alors, les patrons se plaignent d'ailleurs de ce poids, réclament qu'on légifère moins, qu'on soulage les règlements. Ils réclament aussi que l'administration change de méthode, c'est-à-dire plutôt que de condamner tout de suite et d'arriver avec une présomption de culpabilité vis-à-vis de l'agriculteur, vis-à-vis de l'entrepreneur, que l'administration sache en fait faire la part des choses et considérer que la norme est bien sûr contraignante, mais elle doit surtout être comprise. Vous dites à un moment donné, plus il y a de normes, plus ces normes irritent le corps social, plus il y a de normes, plus il peut aussi, ironie de l'inflation normative, y avoir des illégalités involontaires de l'administration. Je dis involontaire moins par présomption de bonne foi que parce qu'il est indéniable que l'administration elle-même peut se prendre les pieds dans le tapis normatif qu'elle a tissé. Mais exactement, c'est ça. L'inflation normative, voyez-vous, est un thermomètre. Un thermomètre, il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci en est un d'un certain nombre de mots MAUX français.
Alors, les mots que vous évoquez, effectivement, auxquels vous faites allusion, c'est j'ai consacré un chapitre à démontrer que l'inflation normative est directement responsable d'une autre inflation qui est l'inflation juridictionnelle. Et évidemment, bien sûr, parce que le corps social est irrité par ces normes qui le grattent en quelque sorte, comme une sorte d'irritation, un prurite. Et ce prurite dit qu'ils se défendent. Alors, ils se défendent comment ? Ils vont devant le juge judiciaire ou juge administratif. Et ça concourt de cette explosion. Et ils gagnent très rarement. 24% simplement devant les tribunaux administratifs de requérants vont obtenir gain de cause contre l'administration. C'est-à-dire qu'ils vont être retoqués dans les 3/4 du cas. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, bien sûr, les normes consistent aussi à blinder la position de l'administration. Et j'ai notamment démontré, par exemple, que l'inflation des normes législatives par rapport à l'inflation des normes réglementaires a pour but de contraindre le juge judiciaire administratif à se plier à la loi. Et donc, on fait en sorte que le contribuable, l'administré, le citoyen, en vérité, il ne s'en sort pas. Voilà, il ne s'en sort pas. Et s'il commet une infraction par étourderie, par ignorance ou éventuellement volontairement, il ne s'en sortira que dans, je vous dis, 24% des cas. Car dans ces 24% des cas, en général, c'est parce que l'administration a commis une erreur. Effectivement, elle-même, elle se prend les pieds dans le tapis du formalisme qu'elle se crée, soi-disant pour enquiquiner en quelque part souvent l'administré, et parfois lui fait faire une erreur, un oubli, parce que n'oublions pas aujourd'hui que ceux qui se plaignent le plus, ils ont un porte-voix qui est le Sénat, qui se plaignent le plus énorme, ce sont des élus. C'est tous les élus des collectivités territoriales. C'est ça un peu le paradoxe. Ce sont eux qui ont réussi à faire caisse de résonance auprès du Sénat pour se plaindre de la façon des normes. Ils sont plus entendus, évidemment, bien sûr, que les entreprises. Mais alors qu'ils sont des élus, ils sont des collectivités. Et parce qu'eux-mêmes voient sur le terrain que quand il faut faire telle modification à la piscine municipale, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête dont même leurs fonctionnaires municipaux ou des collectivités territoriales n'arrivent pas, alors qu'ils sont quand même formés à l'étude du droit, n'arrivent pas à s'en sortir, n'arrivent pas à comprendre tous ces règlements qui changent tout le temps, qui se modifient, qui s'entremêlent, qui coûtent la peau du dos, pardon de cette expression triviale encore une fois, qui coûtent un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et qui le coûtent à qui ? Aux contribuables municipaux. Alors, et dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est tout à fait symptomatique, c'est que par exemple, Emmanuel Macron, quand il a envie de reconstruire Notre-Dame, est obligé de prendre des lois d'exception pour débroussailler en fait le hallier normatif. Oui, alors tout à fait. Je suis choqué par cette... Alors, bien sûr, forcément, on est très heureux que Notre-Dame ait été construite. J'ai participé en quelque sorte à l'élan de tous nos compatriotes par rapport à ce drame de l'incendie de Notre-Dame. Et en même temps, j'ai consacré un chapitre, effectivement, pour dénoncer ce que j'estime être finalement une perversité, quelque part, de l'État lui-même, qui se rend compte que les normes qu'il a imposées, et notamment dans le domaine du patrimoine, là aussi, je ne vous ai pas ramené un code du patrimoine, mais tous ceux qui sont propriétaires de bâtiments civils qui sont classés ou protégés au titre des monuments historiques vous en diront un rayon. C'est-à-dire que c'est pour eux, j'allais dire peut-être dans un... Le mieux est l'ennemi du bien, bien sûr. Hein. Il faut protéger les... Je suis président d'association patrimoniale, ce n'est pas moi qui vais critiquer en quelque sorte le principe de protéger les bâtiments inscrits, classés monuments historiques. Mais en même temps, à eux, on leur impose des normes mais phénoménales, des délais phénoménaux. Et l'État propriétaire se permet de faire voter par l'État législateur une loi pour venir déroger à ses propres lois. Voilà. Et en expliquant que c'est impossible de faire autrement, que ça n'a envie que ce soit bien fait. Moi, je dis que ce jour-là, les députés, les sénateurs en manquaient complètement à leur devoir. Ils auraient dû se dire, bon voyons, si donc c'est impossible pour nous, État propriétaire de la cathédrale Notre-Dame, de faire la même chose, réfléchissons un petit peu aux conséquences que nous avons fait subir aux propriétaires de patrimoine privé, ou d'ailleurs public, parce qu'il y a aussi ceux des collectivités territoriales qui sont propriétaires, notamment les églises appartiennent aux communes, comme on sait. Eh ben non, on préfère se créer une loi qui, quelque part, sous l'Ancien Régime, s'appelait très exactement une loi de privilège. Voilà. Aujourd'hui, l'État se crée des lois de privilège, parce qu'encore une fois, ça renvoie au fait qu'il a la majorité législative, et il fait, quelque part, ce qu'il veut. Ben moi, j'appelle ça, sous l'Ancien Régime, des lois de privilège. Et aujourd'hui, c'est ce que fait l'État dit républicain. C'est ce que fait Emmanuel Macron, notre petit monarque républicain. Vous le disiez tout à l'heure,
ces lois sont faites, ces normes sont produites pour obliger et contraindre. Et vous soulignez un point très important, c'est qu'elles contraignent dans le temps. C'est-à-dire, chaque législature, chaque mandature produit son lot de lois qui s'empilent, parce qu'évidemment, il est hors de question que l'État se déjuge, et on va accumuler les lois sans jamais les supprimer, quels que soient les vœux pieux qui sont faits sur une loi de plus égale une loi de moins. Et ces lois produisent des effets vraiment pervers, comme par exemple la loi sur le changement de nom ou les lois sur tout ce qui est diagnostic énergétique, qui fait qu'une loi adoptée en 2023 ou 2024 va produire ses effets jusqu'en 1936, 38, et donc contraindre, sans que le peuple puisse la changer, sans que l'État même songe à la changer, pour des générations des Français qui, entre-temps, auraient pu en fait, changer de point de vue et vouloir faire évoluer la loi. Oui, tout à fait. Alors, cet exemple que vous rappelez est vraiment très pertinent. Aujourd'hui, on a une crise du logement et de la construction de l'habitation privée qui est vraiment une catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe nationale. Et cette catastrophe nationale trouve au moins une des causes de son origine dans une loi votée un 20 août 2022 d'une majorité sortante avec une représentativité démocratique particulièrement faible, puisque je crois me souvenir que en taux de pourcentage de l'opinion publique, selon un baromètre qui existe sur la représentativité des parlements d'Union européenne, était de 22%. Et en fin de mandat, on était en fin de mandat juste avant l'élection présidentielle suivante, donc on est sous François Hollande, on vote une loi qui a des effets pluriannuels juste d'après la fin de la législature en question. Mais c'est absolument fou comme système. Et je pose dans mon livre tout un chapitre qui porte la question de la représentativité démocratique des normes. Voilà. C'est un grave sujet auquel il faut que nos concitoyens s'emparent, évidemment. Pourquoi les normes, en général, elles irritent le plus ? C'est parce qu'en vérité, quand on gratte un peu, justement, on découvre qu'elles sont mal votées, mal évaluées, mal représentatives, et donc elles ne nous représentent pas. Et quand une norme ne nous représente pas, j'allais dire presque de manière subliminale ou de manière inconsciente, eh bien précisément, ça crée du désordre dans le corps social ou dans le corps économique. Et c'est à chaque fois une norme qui a été mal votée, mal représentative, mal évaluée, qui va créer des dégâts presque, on va dire, démocratiques d'abord, parce qu'il faut poser les questions en termes démocratiques. Alors, vous la posez de deux manières. D'une part, en remarquant la baisse de participation des citoyens aux élections législatives. Il y a un effondrement de cette participation, ce qui questionne évidemment la légitimité des lois qui sont votées. Quand on se rend compte que Gabriel Attal, c'est 12% du corps électoral qu'il porte au pouvoir, on se dit, voilà, quelle est la démocratie qui est derrière les décisions qui vont être prises ? Et vous en arrivez à formaliser quelque chose qui est un concept tout à fait opératoire, la normalisation démocratique servile. Et là, chaque mot mérite d'être expliqué. Oui, alors d'abord, je suis évidemment, comme juriste ou comme citoyen, on va dire, je suis très marqué par la pensée d'Alexis de Tocqueville. Voilà. Et je suis frappé d'une chose, évidemment, bien sûr, c'est que Tocqueville, qui est un observateur très intéressant de la vie politique du 19e siècle, pourtant 19e siècle, qui est allé faire un an de voyage aux États-Unis pour voir le démarrage de cette première démocratie véritablement concrète, il en est revenu avec une conviction, celle que les démocraties peuvent auto-générer ce qu'il appelait du despotisme démocratique. Despotisme démocratique. Alors, et d'ailleurs, en fait, il disait plus exactement, c'est difficile, on cherche l'expression. Est-ce que c'est despotisme? Est-ce que c'est dictature? Je ne sais pas, disait-il, je ne conclus pas, mais je mets en garde, presque à la manière de Solzhenitsyn avec plusieurs siècles d'avance, sur ce danger-là. Voilà, un danger intrinsèque. Et donc, évidemment, bien sûr, j'ai repris cette argumentation, cette philosophie de Tocqueville, et je ne lui applique pas l'expression de, peut-être trop populiste, de dictature des normes, dictature des lois. Bon, n'allons pas jusque-là, puisque quelque part, nous sommes tous responsables, puisque nous avons donné mandat à nos députés.
de les voter en notre nom. Démocratiquement. Il ne nous appartient qu'à reprendre en quelque sorte la souveraineté populaire qui est celle de 1789, en tous les cas, peut-être théorique, mais en tous les cas, qui est celle qui est affirmée par notre Constitution dans son article 3. Reprenons le pouvoir démocratique. Réclamons d'ailleurs les mêmes pouvoirs démocratiques que ceux de nos amis suisses. Mais c'est absolument incroyable. Je veux dire, la France est un nain démocratique à côté de notre voisin suisse, où on peut faire un référendum d'initiative citoyenne avec 100 000 pétitions. Non mais, quand on pense à ça, vraiment, c'est absolument sidérant de voir la tutelle dans laquelle nos concitoyens sont tenus. Donc s'ils reprenaient leur pouvoir et leur maîtrise démocratique des normes, je crois que nous en sortirons tous bien. Et l'exemple très intéressant de la Suisse montre que il y a un bon sens populaire. L'examen sur 10 ans en arrière de tous les référendums suisses qui ont pu avoir lieu montre que le peuple suisse n'a jamais commis, j'allais dire, d'exceptionnelles aberrations. Voilà, il y a un bon sens qui parfois a même fait voter les Suisses dans le sens contraire de ce que proposait leur gouvernement. Mais parce que précisément, en général, le peuple est toujours animé par le souci des impôts. Voilà, premier point. En général, on ne vote jamais l'augmentation de taxes. On voterait toujours la diminution des taxes. Il y aurait un référendum d'initiative populaire sur l'augmentation du déficit public ou de l'augmentation des impôts qu'on nous a infligé à l'occasion de la dernière loi de finances. Je suis sûr qu'on aurait bien des surprises de ce que décide le peuple français. C'est sûr que si on posait aux Français la question « Voulez-vous diminuer le train de vie de l'État ou augmenter les impôts ?», on aurait une réponse un peu simple. Vous avez parlé du bon sens suisse. Là aussi, c'était une des citations de Perfit. L'administration refuse de faire dans un premier temps ce que le bon sens commande et dans l'autre, elle veut faire ce que le bon sens condamne. Et on peut pas mieux dire. Voilà, on est vraiment étonné. Il y a une solution à cette inflation normative ? Alors, la première des solutions, c'est la prise de conscience et la revendication. Alors, la prise de conscience, par parenthèse, j'invite tous ceux qui nous écoutent éventuellement à venir me retrouver. Je suis d'ailleurs au Salon du Livre Politique à l'Assemblée nationale le samedi 4 avril et je dédicace à 16h. Voilà, déjà une invitation parce que se mobiliser, prendre conscience, lire mon livre, c'est pas pour voilà, c'est pas la question, mais c'est parce que aujourd'hui, nos concitoyens n'ont pas pris suffisamment la mesure de ce qui leur échappait. Donc, je participe dans le débat public à prendre cette mesure. Donc, venez me rencontrer, lisez mon livre, faites-le connaître. Ensuite, évidemment, bien sûr, les solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. Vous avez donné l'exemple, évidemment, bien sûr, par exemple, tout à l'heure, du Normascore ou autre chose. Mais non, mais demain, ce qu'il faut, évidemment, bien sûr, c'est l'exemple américain nous montre que, bien sûr qu'il faut une sorte de doge à la française. Voilà. Et qu'un ministre de la simplification peut à fait exister, à la condition d'être numéro 2, numéro 3 d'un gouvernement qui viendrait à venir et pourrait prendre des mesures absolument drastiques et nécessaires à notre pays. Donc, seule la volonté politique, parce que d'ailleurs, peut-être il n'y a pas suffisamment la volonté démocratique, manque, et c'est ça qu'il faut insuffler à nos concitoyens. Reprenez le pouvoir. Reprenons le pouvoir. Et, il nous reste une petite minute. Une autorité, en fait, pourrait très bien avoir un pouvoir de veto. C'est ce que vous soulignez à l'instar de nos voisins britanniques. C'est-à-dire, on peut faire des études d'impact. Et si l'étude d'impact est négative, on explique que la loi proposée ne sera pas votée. Oui, bien sûr. Alors, en fait, depuis très longtemps, on connaît toutes les solutions, notamment nos amis britanniques et nos amis allemands ont fait beaucoup plus de progrès que nous dans ce domaine. Les études d'impact en France sont toutes bidonnées. Voilà, malheureusement, il faut le dire tel que c'est. C'est pas moi qui le dis à la limite, hein, c'est un rapport du Conseil économique et social qui en a fait tout à fait l'analyse très pertinente. Écoutez, comme je crois qu'il n'y a rien à attendre, évidemment, bien sûr, souvent des pouvoirs publics, je crois qu'il faut que ce soit les citoyens et peut-être aussi les organisations professionnelles de branches, voilà, les organisations professionnelles, par exemple, de la métallurgie, pour décider de faire elles-mêmes leurs études d'impact sur les normes qu'on pourrait leur imposer dans le domaine de l'industrie sidérurgique. Prenez le pouvoir, voilà, prenez le pouvoir, que ce soit les concitoyens jusqu'aux grands syndicats. C'est à eux de reprendre en quelque sorte cette souveraineté populaire qu'on nous a ôtée. Merci beaucoup Christophe Eoch-Duval. Je rappelle le titre de votre livre, L'inflation normative aux éditions Plon. Je vous laisse rappeler le sous-titre. Voilà,
quand le sous-titre est quand la France crève. Quand la France crève de trop de lois, voilà. Et je serai donc au Salon du Livre au Salon du Livre à l'Assemblée nationale, samedi 4 avril à 16h, où vous pouvez venir me retrouver. Merci mille fois, Christophe Héroche-Duval.